Et Émilie le disait à l'instant, 2 Suédois ont donc été tués à Bruxelles dans une attaque à l'arme à feu. Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme qui se présente comme l'assaillant et qui se disait inspiré par l'État islamique. Et le tireur présumé a été interpellé ce matin et il a été tué dans la capitale belge. Nous sommes en direct de Bruxelles avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Je voulais que vous interveniez très vite, que vous soyez notre premier auditeur, parce que vous-même, hier soir, avez mené la traque pour neutraliser ce tueur. Comment avez-vous fait ? En fait, on était plusieurs. On a des groupes de discussion sur les réseaux et sur WhatsApp. On s'échange un maximum d'informations. Comme je dis toujours, vous savez, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, mais c'est un grand village. Tout le monde connaît tout le monde et on est en contact entre communes. Et on a décidé tous ensemble de prendre nos véhicules et de tourner, de patrouiller tout simplement. On était en voiture et on restait vigilants. L'objectif, c'était pas de neutraliser, bien évidemment, mais c'était de repérer surtout le tireur et d'alerter vite les autorités. Quitte à le suivre, quitte à le courser, comme on dit, il n'y a pas de problème. Mais on était tous prêts à faire quelque chose, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément comment ça s'est passé entre le moment où vous apprenez que un homme a tiré sur 2 supporters suédois? Il est quelle heure à ce moment-là? En fait, moi, j'apprends ça au moment où je sors de mon entraînement. Donc, je sors, il est plus ou moins 20h15. 20h15, vous faites un entraînement de sport? Oui, entraînement de boxe, ouais. D'accord. Donc je sors de la salle de boxe et je reçois plein de messages avec des vidéos de ce qui s'est passé et des messages vocaux surtout qui nous alertent et qui nous disent les gars, s'il vous plaît, prévenez un maximum de monde, que tout le monde rentre chez soi tout de suite. Donc partagez à fond via WhatsApp, hein, c'était principalement via WhatsApp. Partagez à fond les gars, s'il vous plaît. Si vous avez de la famille dans les rues, demandez-leur de rentrer. Si vous avez des gens qui tiennent des commerces, demandez-leur de fermer immédiatement. Et c'est ce qu'on a fait directement. Moi, je ne suis même pas rentré chez moi. En sortant de la maison, j'ai directement pris ma voiture. J'ai commencé à contacter un maximum de personnes, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Avec ce qu'on a, on a essayé de faire en sorte que ça bouge. Et combien de temps vous avez mis en place cette surveillance? Oh, je suis rentré chez moi, il était vers les coups de minuit. Donc, de 20h15 jusqu'à minuit, on tournait en rond. Et à minuit, vous avez arrêté évidemment cette surveillance et vous étiez à l'écoute évidemment de ce qui se passait dans le pays. Il n'avait pas encore été à ce moment-là signalé. On ne savait pas précisément où il était. Non, en fait, à ce moment-là, on était chez nous. On communiquait encore via les réseaux. Est-ce que quelqu'un a des informations ou quoi que ce soit? On était tous devant la télé. Et je pense que la télé nationale belge, donc la Une, avait annoncé en direct vers 1h du matin qu'il rendait l'antenne. Et ils ont clairement demandé à tout le monde d'aller se coucher et de faire confiance aux autorités. Et on a appris ce matin son arrestation et puis sa mort. Et puis évidemment, Bruxelles était hier une ville quasiment morte. J'imagine qu'il n'y avait personne dans les rues, puisque les gens étaient terrorisés au sens premier. Ouais, c'était incroyable. Des quartiers qui étaient hyper animés à la base étaient vides de chez vides, vraiment. C'était une ambiance c'était assez particulier parce qu'il y avait une espèce de tension, mais à la fois c'était très paisible. On voyait des fois, je me baladais en voiture et vous savez les espèces de tunnels de café. Les cafés étaient fermés et en dessous des tunnels, je voyais des policiers cagoulés, armés, mais lourdement armés, tout en noir, et ils bougeaient pas. Mais tapis dans l'ombre, ils ne bougeaient pas, ils attendaient, ils étaient au taquet. Et c'était assez électrique, c'était particulier comme ambiance. Bon, Mohamed, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'intégrisme islamisme? Je pense que c'est un fléau qui nous touche tous. Je pense que si on a agi comme ça aussi, je sais que, je vais le dire quand même si je suis pas censé le dire. Il faut savoir que dans le groupe, quand on échange des informations, il y a de tout. On est autant musulmans, chrétiens, il y a des athées, mais on est tous touchés par ça en fait. On a tous des familles, on a tous des enfants, on a tous des vies, Non, mais musulmans, c'est pas islamisme. Bien sûr, mais vous savez pourquoi évidemment. Je dis ça? C'est parce que les amalgames sont vite faits malheureusement aujourd'hui. Et malheureusement, on est obligé quelque part de devoir se justifier dans la désolidarisation de ce genre d'événements-là. Et c'est bien, vous faites bien de le dire, vous faites bien de le préciser. Mais je le dis en permanence parce que nous-mêmes sommes évidemment très écoutés, bien sûr parfois ciblés, disons-le, et on nous reproche des mots que nous n'avons pas forcément employés. Donc on ne cesse de le dire que bien sûr l'islamisme, bien sûr l'intégrisme n'a rien à voir avec la religion musulmane, en tout cas les musulmans que je connais et que je croise, et parfois que je peux croiser même dans mon univers professionnel, effectivement ils n'ont rien à voir avec
avec cet islamisme et avec cet intégrisme. Bien sûr, il faut le redire et le redire encore. Mais c'est vrai aussi, et c'est souvent ce que nous disons, c'est que, et c'est là que c'est très délicat aussi à le dire comme ça, c'est on reproche, le mot ne convient peut-être pas, mais on aimerait que les musulmans français prennent plus souvent la parole, s'organisent pour davantage prendre la parole, pour faire entendre une voix différente, bien sûr, de celle des intégristes. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je pense que pendant un moment donné, il y a eu pas mal de gens qui avaient peur des répercussions ou peur de se dévoiler. Moi, j'ai pas peur de me dévoiler, j'ai pas peur de prendre la parole à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la peur change de camp et on doit tous se mobiliser contre ce fléau qui nous touche tous. Bah écoutez, merci beaucoup Mohamed. Vous habitez la Belgique, bien sûr, vous êtes bruxellois? Ouais, j'habite à Bruxelles, Vous effectivement. êtes belge? Je suis belge. Et vous êtes, qu'est-ce que vous faites à Bruxelles dans la vie Moi, professionnelle? je suis entrepreneur. J'ai ma propre société dans l'outillage et l'équipement. Eh ben, je vous remercie grandement d'être intervenu sur l'antenne, Mohamed. C'était vraiment un plaisir. Et puis merci à Olivier Guénec, parce que je pense que c'est Olivier qui a trouvé effectivement votre contact via la page Facebook, via les réseaux sociaux, très certainement. Olivier Guénec, que je salue. Bonjour à Et que tous. je remercie parce qu'il était extrêmement important dans la construction de cette émission. Merci beaucoup, ça me touche. Dans la construction intellectuelle aussi. Évidemment. Et dans la construction, j'ai envie de dire, dans l'opérationnel aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire, il n'y a pas de c'est-à-dire. Ok, non. Il y a souvent double sens avec vous, c'est pour ça Mais que il je n'y fais a pas de attention. double sens. Même si, j'ai bien compris, les journées s'arrêtent assez tôt Oh. au milieu de C'est bien ce qui me l'après-midi. semblait. Quand il y a un compliment derrière, en général. Je salue Fabrice, évidemment, Bonjour. Lafitte, qui est avec nous. Bonjour Fabrice. On dialogue moins ensemble ces oui, jours-ci, bah oui, mais l'actualité, parce que, effectivement, y est pour beaucoup. on aime dialoguer davantage et parfois passer un peu de légèreté avec de la musique. C'est moins le cas ces derniers jours. Il est 11h11. Nous marquons une pause, nous revenons. Il y a 13 minutes, pardonnez-moi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a produit un tweet où il écrit « Le Hamas, un mouvement de résistance ». Il met le mouvement de résistance entre guillemets, point d'interrogation. Non, c'est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Et pourquoi a-t-il fait ce tweet? Parce que Madame Obono était ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Elle était interrogée par Jean-Jacques Bourdin, qui l'a poussée d'ailleurs à préciser sa pensée sur le Hamas. Donc je vous propose d'écouter Madame Obono, puisque cette phrase-là a autorisé ou a permis M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, à saisir le procureur de la République. C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel. Et il faut effectivement, j'allais dire féliciter notre confrère Jean-Jacques Bourdin, parce qu'il fait son métier comme il faut le faire. C'est-à-dire qu'il demande à son interlocuteur de préciser sa pensée, et il a raison d'intervenir de cette manière-là. Donc vous pourrez réagir, j'imagine, à ce sujet qui fait sur les réseaux sociaux évidemment énormément réagir, mais qui s'inscrit dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon également. Alors est-ce une stratégie, est-ce par cynisme ou par calcul pour récupérer des voix que la France insoumise est comme cela, ou est-ce par conviction, ou est-ce encore par volonté de déclencher le chaos, ce qui est parfois une position trotskiste ou lambertiste. On sait que Jean-Luc Mélenchon était un lambertiste, ce qui est une organisation révolutionnaire au tout départ de sa carrière politique. Je vous laisse interpréter cette sortie de Madame Obono. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Pierre, vous habitez, je pense que vous êtes dans un des quartiers de Bruxelles, à Molenbeek, c'est bien cela? Absolument. Oui, donc c'est une Molenbeek, ville juste à côté de... Voilà, Molenbeek, ça touche, est réputé pour être un quartier particulièrement dangereux parce que il y aurait, et vous allez me le confirmer, beaucoup d'intégristes musulmans dans ce quartier de Molenbeek. Absolument, oui, dans cette ville de Molenbeek, absolument, historiquement, puis oui. Au moins 2000,
2001 avec l'assassinat du commandant Massoud jusqu'aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et effectivement, moi j'habite pas loin du tout du lieu de l'attentat qui n'a pas eu lieu à Molenbeek, mais juste de l'autre côté à Bruxelles. J'y suis d'ailleurs passé ce matin et je n'ai pas été surpris. Alors, du lieu de l'attentat peut-être en me disant je suis dans une ville voilà, où la présence islamiste est très forte, donc c'est peut-être pas là où un attentat va avoir lieu. Il s'avère que c'est là où l'attentat a eu lieu, donc je me suis trompé, mais en tout cas sur la possibilité d'avoir un attentat, je suis pas du tout surpris. Est-ce que vous vous sentez, vous, en sécurité? C'est une question qu'on pose beaucoup en ce moment, qu'on posait également en 2015. Est-ce que, par exemple, votre comportement a changé? Est-ce que vous sortez dans la rue, vous regardez? Est-ce que vous hésitez à aller parfois dans un stade, que sais-je, dans un théâtre, dans un cinéma? C'est une question d'ailleurs qu'on peut poser à tous nos auditeurs. Est-ce que, hier soir, je le disais tout à l'heure à Dimitri Pavlenko, j'étais dans un restaurant, il n'y avait personne. Personne hier soir. Bon, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Est-ce que les gens hésitent un peu en ce moment à sortir dans la ville? Pierre? Moi, je fais attention. Je fais toujours attention, mais c'est vrai qu'on se sent pas forcément en sécurité. Mais au-delà de Molenbeek, c'est toute la Bruxelles qui est gangrénée par le socialisme, par une vision de la région qui est vraiment voilà, une région extrêmement endettée, où il y a un taux de chômage extrêmement élevé, avec un poids de l'islamisme qui est très fort. Je vais vous donner une illustration. Il y a quelques semaines, il y a eu quelques débats parce qu'on a élu une conseillère municipale voilée à Molenbeek. Et effectivement, il y a un parti qui s'en est offusqué à juste titre, le mouvement réformateur qui est situé à droite. Le reste, la gauche notamment, et l'extrême gauche, finalement, on a l'équivalent de la NUPES. Ici, voilà, un peu des deux mains et a crié à l'islamophobie pour ceux qui s'opposaient à cette vision de la société. En tout cas, qui ça s'est passé quand, ça? Ça s'est passé il y a quelques semaines, je dirais en août ou en septembre. Donc c'est une jeune femme qui était voilée, dites-vous, à l'intérieur du conseil municipal de votre ville, hein, de Molenbeek. Ouais. Et voilà. donc il y a eu plusieurs, depuis, il y a eu plusieurs séances de ce conseil municipal? Alors c'est une bonne question, c'est une colle. Je sais qu'il y en a eu un, mais après, mais effectivement il y a eu quelques débats, mais c'était pas non plus, il n'y a pas eu énormément d'échanges. Géraldine Amont, qui est avec nous chaque matin, me dit que c'était le 5 septembre, c'était au mois de septembre, Géraldine, puisque en même temps voilà. elle vérifiait sur les Internet. Non mais c'est intéressant parce que pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un autre mode de vie. Je disais, notre religion, c'est notre mode de vie. C'est ça, notre religion. C'est-à-dire la tolérance, la légèreté, l'humour, le second degré, l'absence de religieux dans l'espace public. C'est ça ce que la France a mis en place à partir des années 60, 70, 80. On pouvait se moquer de tout. On pouvait même parfois, effectivement, à partir du moment où tu fais un peu d'humour, tu peux parfois blesser les uns et les autres. Mais ils l'acceptaient parce que d'ailleurs, ils n'étaient pas blessés. Ils savaient que ça s'appelle de l'humour, du second degré. Notre religion, c'est notre mode de vie. Bon, aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées. C'est-à-dire que vous réfléchissez avant de parler parce que vous savez qu'il y a des minorités actives qui peuvent prendre mal ce que vous dites, etc. Moi, je le regrette. Je suis comme tout le monde, je fais attention, mais je le regrette. Je préférais cette légèreté de jadis. Il est 11h20, mais nous avons gardé, par exemple, avec Monsieur Boubouk, cette légèreté. Il sait que c'est du second degré. Tout à fait. Quand je dis, par exemple, qu'il part à 15h Il le prend pas mal. l'après-midi, alors qu'en fait, il part à 14h30. Non, il sait que c'est du second degré. Il le sait. Mais oui, je le sais. Donc Pascal. il s'en amuse. Oh oui, ça m'amuse. Qu'est-ce que ça m'amuse? L'important, il y a des gens avec qui on ne peut pas rire. Vous avez remarqué d'ailleurs que ces gens-là, les radicaux, c'est la fin des radicaux, comme disait je ne sais plus qui. Vous avez remarqué qu'on ne peut pas rire avec eux? Oui. Bon, après, je ne pourrais pas faire d'analyse politique, mais vous n'avez jamais remarqué que les gens qui sont comme ça radicaux sur n'importe quoi d'ailleurs. Si. Moi, j'ai perdu des c'est vrai amis pour comme un ça, supporter de football radical, c'est vrai pour un intégriste radical, c'est vrai pour n'importe quel sujet. Mais c'est vrai. En fait, il y a des différences de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est les mêmes. Eh ben, vous pouvez pas rire avec eux, dites non.
Et ça, si on peut pas rire avec quelqu'un, c'est pas rigolo Non, quand c'est pas même. amusant, Hein c'est sûr. Il est 11h avec Fabrice Lafitte, on peut rire. Ah, on peut rigoler, oui. Quand vous voulez. On peut rire par exemple de dire qu'on est mardi et toujours pas réveillé. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, il a décalé Il est de quar- radicalement il pas a dé- réveillé. Il a décalé de 48 Non, non, mais heures. vous avez raison, j'y pensais pas. Mais nous sommes mardi. Eh oui, parce qu'il y a la version c'est mardi. À la fin, il dit c'est mardi. Non. Je vous le fais réécouter. Non. C'est dingue, mais Ça, vous l'avez On a fait, découvert. ça. Non, Ah non, je vous non, jure non, qu'on l'a non, non. découvert. Mais attendez, c'est pas Géraldine qui chante. Vous voyez bien que c'est Jessie Garonne. Eh oui, c'est Jessie. Écoutez. C'est mardi. Non, je suis sûr Et après, ce que vous c'est faites, un Pascal, montage. prenez votre téléphone cellulaire. Vous allez Non. à la fin Un de mon la téléphone musique. cellulaire, Oui, c'est vous dans croyez la quoi, que dernière je me balade minute. avec mon téléphone de chez moi. Prenez votre Walkman. Vous croyez quoi que je... Non mais franchement, Non, non, c'est vrai, vous c'est êtes dans ma très chanson. désagréable. Oh, ça c'est Mais j'ai méchant. l'impression que je vous entends de loin en plus. Ah bon, vous m'entendez Oui, de loin Bah, vous avez pas marqué. Oh. Bah attendez, je monte le potard, mais oui. Bon. Le potard, mon petit bonhomme. Je monte le potard. Allez, un sonal musical. À tout de suite. Il est 11h22, il a monté le potard.